Vous êtes venus si nombreux. On n'a pas l'habitude d'avoir autant de monde ces derniers temps sur les conférences des archives. Pourtant, voilà, c'est notre avant-dernière conférence de notre cycle consacré à l'eau, dans le cadre de notre exposition au Pays de l'Or Bleu, que certains ont peut-être déjà vu ou au domaine de Boissey l'été dernier, ou aux archives départementales depuis le mois d'octobre. Et puis une prochaine étape est attendue à Langogne à partir du 25 avril. Voilà, donc nous avons l'occasion aujourd'hui de vous présenter cette conférence en partenariat avec le Copage. Tout à l'heure, Nina Combet présentera le petit film documentaire sur les béals, produit par le Copage. Et nous allons ce soir évoquer cette question un peu sur un long temps. Nous avons eu l'occasion de parler des béals dans nos précédentes conférences, à la fois sous l'angle du patrimoine de l'eau avec nos collègues du département Isabelle Darnas et Cécile Faucheteau qui étaient ici présentes, et dernièrement au mois de février avec Adrien Donadieu qui a évoqué la question de l'aménagement du Lot et de la Colagne par les moines du monastère de Saint-Sauveur de Chirac, avec des ouvrages qui existent encore aujourd'hui, qui sont encore présents dans le paysage. Voilà. Ce soir, on va partir d'un film documentaire donc, sur l'usage des béals aujourd'hui. Et puis on remontera un peu aussi le temps avec nos intervenants pour évoquer justement la gestion ancestrale, séculaire, de ces ouvrages hydrauliques. Alors, que sont les béals? Les béals, ou rases, tout dépend dans quelle région on se situe, on en parlera tout à l'heure, donc sont des ouvrages hydrauliques qui permettent l'irrigation gravitaire par la dérivation d'eau à partir d'un cours d'eau. Bon, ça, j'imagine que peut-être c'est une définition que beaucoup d'entre vous connaissent. La caractéristique, c'est que la faible pente des canaux et béals permet d'amener l'eau à plusieurs kilomètres de la prise d'origine, et ainsi d'approvisionner des parcelles, des terrasses qui n'auraient jamais pu l'être sans tous ces aménagements. Leur utilisation repose aussi sur un système de partage qu'on peut qualifier de communautaire, de la ressource parfois très ancien. Alors on a eu l'occasion de sortir pour cette conférence, vous pourrez le voir en fin de conférence si vous le souhaitez, quelques documents justement très anciens, puisque les traces, on va dire, les plus anciennes que nous conservons dans les archives sont du Moyen-Âge. Alors il est difficile de dater les ouvrages en paysage, évidemment, mais en tout cas, la trace dans les archives, elle est bien réelle depuis le Moyen-Âge. Et ce qui est particulièrement remarquable, c'est qu'un certain nombre sont encore en usage aujourd'hui. Ils font appel à des techniques et à des savoir-faire qui se transmettent de génération en génération depuis des siècles. Ils font aujourd'hui partie intégrante du paysage lozérien, et on peut rappeler justement que dans les Cévennes, ces paysages, donc les paysages culturels très exactement de l'agropastoralisme méditerranéen, sont classés au patrimoine de l'UNESCO. Alors, ce n'est pas unique, les béals ne sont pas des ouvrages uniques en Lozère, il en existe beaucoup ailleurs, en France, en Europe et de par le monde. Le système d'irrigation gravitaire est un système connu de l'homme depuis la nuit des temps. Alors, pour évoquer ce sujet, nous recevons ce soir 3 intervenants, qui parleront après la projection du film documentaire, qui nous permettront de comprendre l'évolution de la conception et de la gestion de ces ouvrages d'hier à aujourd'hui. Alors, je vais les présenter chacun après leur tour. Donc Bruno Jonon, qui est docteur en histoire moderne, ici présent, qui a déjà eu l'occasion de nous parler à la fois des Compois, des bergers Angers-Vaudan, qui est historien, spécialiste d'histoire rurale de l'époque moderne. Jean-Louis Morin, président de l'ARDEC, donc Association régordanienne de développement économique et culturel, créée en 1985, si je ne me trompe pas, à Villefort, qui a l'occasion aussi de fréquenter régulièrement les archives et qui travaille avec son association sur divers sujets, mais actuellement, vous travaillez justement sur les béals du secteur de Pied-de-Borne. Et puis, Laurent Vérune, qui
qui va représenter, on va dire, le monde agricole actuel, puisque en tant qu'utilisateur des BAL et ayant participé au film du copage, vous pourrez évoquer justement les usages actuels des BAL. Et vous êtes agriculteur irrigant, je le précise, à Altier. Voilà. Alors, pour commencer, on va projeter ce petit film et je vais laisser la parole à Nina Combé, donc, qui est chargée de mission au copage, pour vous dire quelques mots sur le contexte de réalisation de ce film. Voilà. Alors, bonsoir à toutes et à tous. C'est vrai qu'on est un petit peu surpris du monde et c'est un réel plaisir de pouvoir projeter le film avec autant de public. Donc juste pour vous donner quelques éléments de contexte, depuis 2016, l'association Copage, alors peut-être déjà pour vous dire l'association Copage, qu'est-ce que l'association Copage? Donc c'est une association qui a été créée à l'initiative de la Chambre d'agriculture en 1993 et qui travaille sur des sujets qui sont à l'interface entre l'agriculture et l'environnement. Dont le sujet des BAL, du coup, depuis 2016. Concrètement, depuis 2016, ce qu'on a fait, c'est travailler sur la valorisation patrimoniale de ces canaux, en partenariat avec la Chambre d'agriculture, qui, elle, s'occupe plutôt du volet réglementaire et accompagnement des irrigants actuels. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le contexte général? Que ce film, du coup, a été réalisé donc, par Régis Domergue et Jean-François Salle, qui, me semble, est bien présent ce soir tout au fond. Donc il pourra peut-être vous expliquer aussi un petit peu, ou en tout cas répondre à vos questions par rapport au tournage sur le film. Et je vous souhaite une bonne projection et évidemment on est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Et bonne soirée. Alors, après ce film, dont les images sont vraiment assez remarquables, hein. Je félicite les réalisateurs, dont un des deux est présent dans la salle. Ça met vraiment en valeur effectivement ce patrimoine et puis évidemment les agriculteurs qui utilisent. Qui utilisent ces BAL. Alors nous allons enchaîner immédiatement avec nos intervenants. Donc on reviendra sur ce film avec Monsieur Vérum que vous avez vu tout à l'heure. Nous allons débuter par en fait une petite mise en perspective historique, c'est comme ça qu'on l'a appelé, parce qu'il est intéressant, après avoir vu ce film aussi, de remonter un peu le temps pour voir depuis le XVIIIe siècle en particulier comment en Lozère les hommes et les femmes ont conçu et maintenu ces ouvrages qui servent encore aujourd'hui. Alors on va commencer donc avec Bruno Jodon. Alors évidemment je vais demander à nos deux premiers intervenants de faire court. On leur a laissé 15 minutes alors qu'ils ont beaucoup de choses à dire, ils ont fait beaucoup de recherches. Mais bon, si on va avoir le temps d'échanger ensuite sur les pratiques actuelles, on a limité un peu le temps. Donc de nous présenter chacun leur tour leur sujet. On va débuter donc avec un sujet qui porte sur la margeride et l'utilisation des rases, puisqu'en margeride on utilise plutôt le terme de rase que de béal, avec Bruno Jodon. Donc je lui cède immédiatement la parole. Merci, bonsoir. Donc je rebondis après ce film, ce documentaire de 10 minutes à peu près, avec l'idée d'essayer de tendre des passerelles entre le passé et l'actuel, et d'essayer de pointer des enjeux qui apparaissent au XVIIIe siècle quant à l'irrigation des prés et en effet ce qu'on appelle les rases sur la margeride. Parfois, et vous verrez un document qui est exposé au fond, on va trouver le mot béal. C'est très rare, c'est plutôt la manifestation de l'écriture d'un document qui concerne un endroit par un scribe qui vient d'ailleurs, qui emploie peut-être le mot béal par ailleurs, qui va écrire un béal sur un plan, alors que les gens du coin disent les rases. Voilà. Alors, ça permet de rebondir aussi sur les propos d'Anne-Claire Guéné dans la vidéo, qui dit que vraiment selon les régions où on se trouve, on ne dit pas nécessairement béal.
hein, on va dire des bélières, par exemple, dans la vallée de l'Ubaye, pour aller du côté presque des Alpes, pratiquement. Hein. L'intérêt de tout ceci, d'aller sur la Margeride aussi, ça va être un peu de décentrer le regard des Cévennes. Alors c'est intéressant parce que le documentaire porte sur la limite nord de cette architecture de pierre sèche, dans laquelle on va employer de l'irrigation gravitaire en profitant des aménagements de paysages absolument magnifiques qui existent aujourd'hui. Pour vous parler de tout ceci, je suis obligé de parler très rapidement des sources que je mobilise. Très rapidement, à l'occasion d'autres recherches, j'ai dépouillé 33 registres de notaires du XVIIIe siècle, des années 1760. Ça fait un peu plus de 21 000 pages de notaires. Là-dessus, il m'est resté 250 pages de prise de notes. Et là-dedans, les rases d'irrigation des prés vont occuper vraiment 11 actes qui me paraissent extrêmement importants. Je suis donc sur une enquête plutôt qualitative que quantitative pour une époque, le XVIIIe siècle, où on n'a pas de statistiques et de chiffres relatifs à l'irrigation, comme on peut avoir plus tard pour le XIXe siècle, par exemple. Donc je compense le quantitatif par le qualitatif. Voici le plan que je vais vite adopter. Pourquoi j'esquive les Cévennes et je ne parle pas des Cévennes? Alors ne croyez pas que ce soit par, par esprit de contradiction ou par provocation. Hein. On ira sur la Margeride et on verra que sur la Margeride, les rases, les béals, c'est aménager pour ménager. Ce qui me semble être une préoccupation qui reste très actuelle et qui doit peut-être parler aussi à un agriculteur irrigant. Ça fait plaisir quand on fait des recherches en histoire rurale d'avoir enfin des agriculteurs avec qui échanger, c'est toujours très très plaisant. Voilà, alors très vite, hein, parce que 15 minutes passent très vite, on est très habitué aux Cévennes, donc je souhaite un peu les esquiver, surtout que Cécile nous en a beaucoup parlé, Foc-Chotto, nous présenter des ouvrages magnifiques et des paysages qui nous sont familiers. Et comment dire, on a beaucoup de chance d'avoir cette architecture de pierre sèche des Cévennes et des Hautes-Cévennes, on a vu la limite nord, mais des historiens de l'irrigation, de l'architecture de pierre sèche, comme Patrick Fournier de l'Université de Clermont, mettent en garde des deux dangers qu'il y a à ne s'intéresser qu'à une région et à centrer trop des fois la focale sur cette région. La supposée exemplarité de l'exemple local, justement. Attention, toujours se méfier de cela. Deuxième danger scientifique, la surinterprétation de l'esthétique. Le paysage qu'on a là, il est très beau, à Saint-Germain-de-Calberte. Il est beau pourquoi? Parce qu'il est mimétique. Les matériaux employés sont les matériaux locaux, ils sont parfaitement intégrés au paysage. Les aménagements suivent les courbes de niveau, la topographie. Tout ça est parfaitement intégré. Pour nous, c'est très beau. Pour nos ancêtres, c'était juste très fonctionnel. Donc il y a cette dimension-là qu'il ne faut pas perdre. Je vous propose une mise à distance réflexive des Cévennes pour mieux contextualiser ce qu'on y voit sans doute. Parce que ces paysages que Gabriel Alomar-Garao appelle des paysages xérolithiques, où on utilise la pierre et puis l'irrigation gravitaire, on les trouve ailleurs. On les trouve ailleurs, regardez ici, alors la vignette est petite, on n'est pas une oliveraie cévenole, on est sur l'île de Majorque, dans les Baléares. Voilà, c'est le même paysage. Ici, cette irrigation qui fait passer à ce qu'on pourrait trouver, une irrigation au milieu d'un paysage de terrasse qu'on ne voit pas là, on est au sud de Jérusalem. Là, on est aussi avec ces paysages culturels du patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est des photos que je tire du site internet, on peut voir que c'est des préoccupations millénaires, comme dans les Cévennes sans doute. Ici, vous avez au nord de la Syrie un paysage romain fossilisé. Paysage fossilisé de terrasse avec de la petite hydraulique, avec de l'irrigation. Voilà, les Cévennes, c'est très bien, on est très heureux de les avoir. Les droits d'eau dont on parle, avec des tours d'eau que vous connaissez bien, sont assez rudimentaires. Alors que si vous allez par exemple dans les Pyrénées-Orientales où la fonction d'irrigation est déjà pour une agriculture plus commerciale à destination de la ville de Perpignan, dès le XIVe siècle, on a un syndicat d'irrigants avec 234 adhérents au XIVe siècle, avec des droits d'eau concédés par le seigneur, le roi Pierre d'Aragon, en 1305, et des statuts extrêmement complexes. Voilà, et un partage de l'eau qui est autrement plus compliqué, et tant pis pour les Catalans et tant mieux pour les Lozériens, autrement plus compliqué qu'ici. Voilà. Et puis, la caractéristique quand même de tous ces paysages, c'est la spontanéité, comme dans les Cévennes, de ces aménagements paysagers, des bassins versants, des bassins hydrauliques. Il y a eu concertation entre des communautés d'exploitants, d'irrigants, d'habitants,
qui se moque pas mal des limites communales et communautaires, qui demande le droit au seigneur d'aménager sans doute, et qu'aménage des espaces vastes. Ici, toujours l'île de Majorque, à Porte des Solières, tous les petits traits noirs que vous voyez, ce sont des terrasses de culture, des terrasses et des murets. Tous les traits bleus que vous voyez, c'est les cours d'eau qui ont été, qui sont encadrés par des murs de pierre sèche. Tous les traits rouges, ce sont les fameuses rascasses, qui s'appellent les parats à Majorque, etc. À Majorque, on considère, ont déjà été relevés par les archéologues 10 000 km linéaires de murs de pierre sèche et d'aménagement hydraulique. Il y a de quoi faire l'aller-retour de Majorque au pôle Nord et revenir. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée juste sur ce qui a été recensé. Donc les Cévennes, c'est très bien, mais voilà, retenons que ça participe d'un tout, l'architecture de pierre sèche, qui est très commun aux montagnes, des milieux méditerranéens, semi-arides, arides et tropicaux, et que ça couvre, comme le disait tout à l'heure Anne-Claire Guéné dans la vidéo, qui couvre de nombreuses régions de la planète. On est sur des paysages culturels très très forts, avec ces béals cévenols, donc, qui sont inclus dans les paysages spécifiques. Moi, je vous propose d'aller faire un tour sur la Margeride, d'aller voir ces béals qu'on appelle des rases, rases avec un Z dans la documentation dont je vous ai parlé. Du coup, pour l'enquête que j'ai menée, j'ai complété les notes personnelles qui existaient par la lecture des administrateurs et des voyageurs d'époque du XVIIIe siècle, et aussi par la lecture de la documentation planimétrique, les plans anciens. Alors là, vous avez un plan de 1788 qui est orienté avec le nord au sud, et on voit des aménagements sur la Colagne, à Chassagne, le Chassagne de Ribenne, sur la Margeride. On a le pont comme aménagement, et puis tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont deux digues sur la Colagne, de Pensières ou Péchières. Et avec, vous avez ici, deux prises d'eau. Et on voit le début des canaux. Et on voit le début des rases. Et ici, j'ai vérifié sur le plan, puisque je l'ai sorti en archive, ce sont bien des rases d'irrigation des prés. Voilà. Donc les indices comme ça, quand on multiplie les plans, on les multiplie tout simplement. Et est-ce qu'ils font sens? Est-ce qu'ils font sens? Est-ce que ça signifie quelque chose? Oui, parce qu'il suffit de les confronter à d'autres documents produits par d'autres personnes pour comprendre qu'on a une réalité qui se dessine, qui est l'irrigation gravitaire sur la Margeride. Ça existe, et c'est vraiment beaucoup plus important que ce qu'on ne l'imagine, et que masque un peu peut-être aussi les Cévennes, parce que les Cévennes, c'est un peu les superstars de l'architecture de pierre sèche et de l'irrigation gravitaire. Et tant mieux, c'est très très bien. Que nous dit par exemple le subdélégué de l'intendant à 1762? Il nous dit que sur la Margeride, il y a des prairies, que certaines sont arrosées, et que la difficulté, c'est de bien distribuer les eaux de manière que l'on se répande sur toutes les parties de chaque pré. Les gestes qu'on va faire aux agriculteurs dans le documentaire tout à l'heure. Il y a une difficulté technique, et c'est comment on arrose tout un pré à partir d'un tout petit canal d'irrigation, d'une rigole, d'un fossé. Là, vraiment, on est sur des savoir-faire qui ne sont pas dits au XVIIIe siècle, et qui pourtant se sont transmis jusqu'à l'actuel. 1775, un naturaliste de Jean Sand nous dit que les terres de ce canton, la Margeride, il y a de très bonnes prairies bien arrosées. 1787, un voyageur, le Grand Dossy, qui pour la Haute-Auvergne va visiter la ville de Chaudes-Aigues, suit les gorges de la Truyère, qui sont assez spectaculaires par là où il passe. Il nous dit qu'il y a des prairies, il nous dit qu'il y a des murs en pierre sèche partout, et il nous dit que les prairies sont arrosées par des filets d'eau déviés de leur courant. Donc il y a vraiment quelque chose qui recoupe la réalité des plans. Le témoignage d'époque va dans ce sens, comme l'intendant de Languedoc à 1788, qui nous dit que sur la Margeride, autant qu'on le peut, on arrose des prairies au moyen de digues construites sur les ruisseaux qui débordent. Donc il y a vraiment, comme ça sur la Margeride, une omniprésence de l'irrigation des prés. En recourant à d'autres documents, on peut faire une typologie de ces rases. Il y a les rases qui animent les moulins. Ici, les moulins d'Arifat sur la commune des Lobbies. On voit, je suis désolé de ne pas avoir de petit pointeur laser, c'est écrit ici, la rase du moulin. L'eau passe sous le moulin, il y a le canal de fuite qui renvoie l'eau à la Truyère. Et bien la semaine dernière, le BL était bien rempli, et comme sur le plan de 1777, l'eau coulait exactement au même endroit. Sauf que le moulin ne tournait plus. Voilà. Il y a aussi la fonction de drainer les terres pour les rases, la rase que j'appellerais un peu passive, c'est-à-dire que ici on envoie le début des petits pointillés qui s'élargissent pour parler des eaux pendantes, des eaux qui s'écoulent d'un bassin versant, qui drainent. Ce qui donne dans le paysage actuel, ici à Fabrèges, près de la Tartaronne,
ces rases creusées par les agriculteurs, calibrées, recalibrées, pour évacuer et drainer et assainir le pré en rejetant les eaux vers la Tartaronne. Et je peux vous dire que là, ça coulait il y a une semaine sur la Margeride, et les prés qui n'avaient plus de rases entretenues, eux, ils étaient ensourdés, comme on dit chez moi, et on s'apercevait qu'il ne fallait pas envoyer des vaches paître au milieu, parce que je pense qu'elles s'y mettaient jusqu'au genou. Voilà. Autre fonction, arroser les prés. Classique, celle qui nous occupe. Alors, arroser les prés, bien sûr. Des fois, nous, Moulin, ça va aussi arroser les prés. J'en ai des témoignages, la ressource est partagée, et il y a parfois concurrence. Alors ça, c'est le plan qui est au fond. On s'aperçoit que Béal, pour conduire les eaux au pré, on a bien des rases d'irrigation des prés, pour essayer d'avoir 3 pousses d'herbe. La première, qu'on va faucher, pour la stocker. La deuxième et la troisième, s'il y a un premier regain et un second regain, les secondes et troisièmes herbes, on envoie les bêtes paître dessus. Directement, on ne stocke plus. Alors là, vous avez, oh là, il y a un emballement du diaporama, une rigole ou rase qui arrose ici un pré, les prés du lieu dit de Bonnefond, à Chauchaille, dans le petit village de Boutan-Haut, et le pré d'un certain monsieur Bombernat, je pense. Arroser les prés aussi, c'est parfois capter et valoriser les eaux de fuite d'une fontaine, comme celle du Frexinux à Chauchaille. On a ici figuré une petite fontaine avec ses eaux de fuite. Il faut avoir l'habitude des documents d'époque pour le repérer. Et des fois, il y a des transactions entre deux voisins. Ici, on est ailleurs, mais on voit qu'un voisin vend sa fontaine et vend l'eau de la fontaine. Et l'acquéreur a le droit de faire passer l'eau de la fontaine de l'ancien propriétaire sous sa maison, par ce qu'on appelle une chassade, pour l'amener dans un pré plus loin. Mais là, il y a vente, il y a accord, donc tout est codifié du point de vue du droit. Mais c'est assez amusant d'imaginer un canal qui passe sous une maison avec l'accord de l'ancien propriétaire pour aller dans une autre propriété. Hein, on a des choses comme ça qui sont intéressantes. L'idée, c'est donc d'arroser les prés pour assurer une production herbagère importante, parce que déjà à la fin du XVIIIe siècle, l'élevage bovin est assez extensif et intense à la fois. Il y a 3 fois plus de bétail qu'aujourd'hui en Lozère. Et sur le Gévaudan et sur la Margeride, il y a 2 fois plus d'habitants. Voilà. Et puis l'élevage, il est plutôt pour la viande bovine ou ovine. Et on a les débuts de l'élevage bovin laitier pour la production de fourmes, à l'image de ce qui se fait déjà en Haute-Auvergne du XVIIIe siècle, le début d'une spécialisation agricole. Alors là, il y a des races partout. Je suis déjà à 13 minutes et demie, je me dépêche. Et ces rases, l'idée, c'est d'aménager. Aménager l'espace pour ménager. On va voir ménager quoi. Alors, refaire la digue d'une rase, on est à la rase de Chabreille sur la truyère commune de Rimeis. La digue de Chabreille, là où il y a aujourd'hui le pont des Caires, ou des Caires, a été apportée par une crue en 1766. Eh bien, les irrigants se décident de faire rebâtir la digue pour réalimenter la rase. 509 livres pour moi. Pour vous, ça paraît pas grand-chose. C'est le prix d'achat de 6 à 7 chevaux de haute qualité, 6 ou 7 voitures d'aujourd'hui, si vous voulez. C'est le prix de construction de 1000 mètres carrés de couverture en lose sur un toit, à l'époque. C'est le prix de 4 fois la réparation de l'église de Sainte-Eulalie à ce moment-là, pour avoir des comparaisons. C'est un vrai investissement parce qu'il faut, à cette époque-là, aménager l'environnement pour ménager les ressources herbagères dont on s'assure de la pérennité de la production. Voilà. Les travaux appellent une technicité sur laquelle je passe, tant pis, on n'a pas le temps. Cet équipement, il est entretenu par la communauté d'irrigants. Ici, elle est à cheval sur 2 villages de 2 communautés avec 5 ou 6 irrigants. Ils se mettent d'accord, qui doit faire quoi, dans quel cadre juridique. Ça les préoccupe évidemment à cette époque. Alors, la coutume de Haute-Auvergne ne parle pas de ce cadre juridique, ici non plus. Ça veut dire que le cadre seigneurial dans lequel s'inscrit l'entretien des rases va de soi. Et il me semble que les concessions initiales du Moyen-Âge suffisent en général à ce que le droit d'eau soit perpétué de génération en génération. Il faudrait le vérifier, mais un article récent du club, de la revue du club Cévenol a quelques exemples comme ça de seigneurs qui rappellent qu'ils ont concédé un droit d'eau. Le cadre seigneurial, pour les chercheurs sur l'histoire de l'hydraulique, paraît toujours aux chercheurs d'une grande souplesse. Et cette grande souplesse du cadre seigneurial, pour les chercheurs comme Patrick Fournier et d'autres, est assez annonciatrice et préfigure un petit peu la concession féodale comme un jour la déclaration d'utilité publique.
il y a quelque chose qui est en germination là-dedans, de très très longue date. Alors, je passe vite, mais l'entretien des rases sur la margeride, alors c'est moins technique qu'en milieu aussi montagnard que les Cévennes, il va s'agir souvent de curer les fossés, ceux de Saint-Amand sur 400 mètres de long, sur 66 cm de large, sur 15 cm de profondeur. On va curer, comme on le voit faire d'ailleurs dans la vidéo. Voilà, alors là aussi je passe vite. L'entretien dans les baux d'exploitation agricole est systématiquement rappelé par le bailleur au preneur. Et la formulette juridique qui revient sans cesse chez les notaires, c'est « tiendra les rases des prés en bon état ». Une fois, j'ai la mention faire les rases nécessaires aux prés pour servir à leur arrosement. Ça va de soi d'habitude, mais là pour une fois c'est dit, et c'est bien que ce soit dit. Donc derrière, il y a aussi la question de la saisonnalité de l'entretien. Les travaux ont l'air d'être faits plutôt au mauvais jour, ce qui semble relativement logique, évidemment si l'accès au béal à la rase est possible, si elle n'est pas trop encombrée d'eau. Et il y a aussi une saisonnalité de l'envoi des bêtes pour paître la première herbe. On ne les envoie pas trop tôt parce que sinon, nous disent les témoins, elles dépriment les pâturages, c'est-à-dire qu'elles enfoncent leurs sabots et leurs pattes trop loin, les vaches, le bétail, et ça abîme les prés. Et donc ils peuvent moins bien pâturer et ils abîment vraiment trop les prés. Donc on attend en général avril pour arroser. Des fois on met du fumier dans les rases pour adoucir la fraîcheur de l'eau. C'est ce que j'ai trouvé comme mention. Peut-être aussi parce que ça va faire de l'engrais automatiquement, ça va fertiliser. Et il y a cette idée-là qui est derrière. Donc on sent que là, entretenir les rases, c'est ménager la ressource eau pour bien la répartir. Voilà. Pour terminer, il va s'agir aussi de ménager les rapports sociaux autour des rases. Et là, si on parle de notre rase de Chabreil, on a vu qu'il y a quelques irrigants se mettent d'accord pour réparer une digue. Ils doivent être d'accord pour l'entretenir. Ils disent qui ils vont envoyer à quelle date. Eh bien, il y a des règlements de tour d'eau. Rien de nouveau, hein. L'Estivale de Saint-Alban en 1769. Voici comment c'est formulé sur un petit bout de papier, plus ou moins mal. Mais on nous dit que M. Martin, à 5h du matin, aura l'eau le mardi, il la rendra à 5h du matin le mercredi. C'est rudimentaire, on n'est pas dans l'ubague du XVIIIe siècle, où après plusieurs lectures d'un article sur le sujet, je n'ai toujours pas compris la logique des tours d'eau autour d'un béal de l'ubague du XVIIIe, tellement c'est compliqué. Tellement c'est un montage juridique, on n'y touche même pas à l'époque de Napoléon et plus tard, c'est tellement compliqué, on n'y touche pas, parce qu'il faut ménager les rapports sociaux, je pense. Il y a aussi des ventes de droits d'eau entre particuliers, comme à Saint-Laurent de Vairesse, où on décide que on va améliorer le système existant, on va vendre des droits d'eau entre voisins pour irriguer des prés, pour drainer des terres, etc. Rien que de bien logique, mais j'ai voulu passer par des sources qui ne soient pas des sources, comment dire, judiciaires, qui ne parlent que de conflits. Quand on voit que le conflit, on oublie qu'il y a aussi des accords et des arrangements qui existent. Voilà. Et bien sûr, il y a des conflits parfois, mais l'arrangement a l'air assez important sur la margeride. Il y a des accords amiables entre usagers. Au plus également la phase de Saint-Julien, noble Joseph de Michel du Roc, sieur d'Estrignac, a un accord en 1766 avec les habitants du village. C'est le plus gros propriétaire. Il a une source qui dévie dans une de ses parcelles pour arroser ses prés à lui. C'est chez lui, c'est à lui. Les habitants du village se plaignent, on n'a plus d'eau pour boire, on n'a plus d'eau pour abreuver les bêtes, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ils se mettent d'accord, et puis ils trouvent un accord pour partager l'eau. Ici, l'idée qu'on a quand même peut-être un bien commun, qu'il faudrait le partager. Et oui, bien sûr que noble Joseph de Michel du Roc, sieur d'Estrignac, peut privatiser l'eau, il en a le droit, mais il est compréhensif, et évidemment, il transige, il trouve un accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, dans tous les cas, règlement des tours d'eau, vente de droits d'eau, accord amiable, on essaie d'accorder le rythme de l'eau aux temporalités des besoins des irrigants. Et ça, c'est toujours quelque chose d'intéressant à voir. Et on essaie de gérer la pression sur l'eau, parce que gérer la pression sur l'eau, c'est aussi pacifier les relations sociales sur cette margeride, comme dans la Galice du XVIIIe siècle, sans grande surprise. Je conclus, j'ai parlé trop longtemps, avec ce monsieur qui fume la pipe et qui réfléchit. La digue et la rase de Chabreil dont je parlais, c'est 600 mètres d'eau de la prise d'eau à l'émissaire. Elle est encore figurée en 1842 sous notre dos. Non, la digue, la prise d'eau, et puis la rase. Elle permettait d'irriguer 2,5 à 3,5 hectares, 2,5 à 3,5 hectares de prairies naturelles.
Et elle permettait les bonnes années d'avoir 3 herbes, celles qu'on va faner et stocker pour donner aux bêtes d'hiver, et puis un ou 2 regains. Voilà. Mais elle pose une question, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui sur une image satellite, plus de pensières, c'est-à-dire, pour moi, pardon, plus de Montpellier, plus de pensières, plus de digues de dérivation, plus de rases. Quand on va sur place, si, il y a une rase toujours, elle est comblée, elle est délabrée, mais elle est toujours là, on peut la mesurer. J'ai fait des photos très ratées, je ne peux pas vous les montrer, j'ai fait un schéma très réussi, je ne peux pas vous le montrer, j'ai pas le temps, mais il y a comblement et délabrement, il y a un patrimoine qui se perd. Pourquoi il se perd, ce patrimoine? Parce qu'il y a de nombreuses recompositions des espaces ruraux, des exploitations depuis l'après-guerre, et que peut-être que pour l'agriculteur ou les 2 agriculteurs qui aujourd'hui exploitent ce pré, il n'y a plus nécessité d'avoir cette rase, hein, elle ne sert plus, et puis peut-être qu'une herbe ou 2 ça suffit, parce que l'agriculteur a peut-être beaucoup d'herbe. Voilà. En tout cas, ça pose la question, quelle place pour l'irrigation gravitaire en margerie, aujourd'hui? Un usage qui est ancien, qui est très répandu, une place très forte dans le paysage, mais qui va tendre, si on y prend garde, peut-être à s'effacer très rapidement, parce que le patrimoine ici est plus discret et effacé qu'en Cévennes, c'est sûr, il est moins spectaculaire, mais il est bien réel. Voilà. Et quelle place dans les pratiques agricoles actuelles des agriculteurs de la margeride pour les rases? Là, je ne les connais pas, il faudrait aller un petit peu discuter avec eux, ce que fait peut-être le copage, hein, pour recueillir des usages. Voilà, mais en tout cas, arroser les prés en contexte de réchauffement climatique et de déficit hydrique qui sont récurrents, je pense, pour les agriculteurs, c'est quand même une question qui mérite d'être posée. Voilà, j'ai débordé, pardon. Débordé comme une rase la semaine dernière sur le marge. Merci beaucoup. Donc, on va maintenant passer à la période suivante. On va se trouver au 19e siècle, dans le secteur de Pied-de-Borne. Et Jean-Louis Morin va nous présenter justement l'historique d'un canal dont il a pu reconstituer à la fois la création, l'exploitation à travers les archives, mais aussi par des observations sur le terrain. Voilà. Vous pourrez prendre, il y en a une dizaine d'exemplaires, je n'ai pas fait une photocopie, mais c'est juste le petit dossier synthétique de prise de notes en archive. Il y en a 10 exemplaires, si vous voulez, c'est des documents publics que j'ai dépouillés pour une conférence publique. Alors, étant fonctionnaire de l'État, travaillant pour le service public, c'est à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de me permettre de venir parler un petit peu des canaux de la Cévenne vivarais, c'est-à-dire des canaux qui concernent 3 cours d'eau, le Baltier, la Borne, et puis le moyen Chassezac. Donc, on m'a demandé, alors c'est un travail que je fais depuis 1 an et demi. Moi je ne suis pas un spécialiste, mais je suis passionné d'histoire locale et je m'étais dit à la retraite, et je vais essayer de faire un peu l'inventaire de tout ce que j'ai vu quand j'étais petit, parce que j'allais chez ma grand-mère dans la vallée de la Borne, et je sais ce que ça veut dire retourner l'eau, prendre l'eau, etc. Donc pour moi c'est un véritable sens, et là j'avais du temps, et je crois aussi que le temps presse, parce que on assiste à une dégradation très importante de certains de ces canaux qui étaient tout à fait magnifiques. Et puis je me suis rendu compte à quel point ça représentait une extraordinaire aventure humaine dans cette vallée de la Borne qui malheureusement, comme beaucoup de vallées lozériennes, ont perdu beaucoup de bras. Et donc aussi, il ne faut jamais oublier que c'est bien les canaux, mais l'entretien, c'est quelque chose. Donc je vais vous parler du canal de Balémont. Donc là, on se retrouve dans les gorges du Chassezac. La sortie des gorges du Chassezac, et là, le village de Baissac. Et puis là, on va aller voir tout à l'heure des canaux. Donc là, j'ai fait l'inventaire de 3 canaux autour de Baissac. Et c'est le canal du Loubat. On est sur la commune de Prévenchères. Le canal de Balémont et le canal de Sous-Fenêtre, SF, qui est complètement plus bas, et qui sont sur la commune actuelle de Pied-de-Borne. Déjà, on peut commencer à se rendre compte à quel point le paysage a été façonné par l'homme, parce que
une des choses qui ne me plaît pas beaucoup, c'est qu'on fait des gorges du Chassezac un endroit pour les sports extrêmes, mais pas pour aller se rendre compte comment l'homme a façonné la nature dans ces coins. Et on va quand même voir que ça mériterait de temps en temps, sur des panneaux, d'indiquer aux gens et de montrer que là, eh bien, s'ils marchent, ils sont sur un canal. S'ils ont un chemin pierré, c'est une calade parce qu'il n'y avait pas de route. Moi, ça me paraît des choses évidentes. Alors, je vais parler juste un instant du canal sous fenêtre, qui date de 1668. Alors, ce canal, il est pas très long. Hein. Ces anciens canaux, ils faisaient au maximum 1,5 km. Et on voit de l'autre côté le canal du Loubat qui était un tout petit peu plus haut. Donc voilà quelques photos du canal sous fenêtre. Je ne vais pas chercher à m'aventurer dans certains endroits parce que je sais comment les canaux sont faits et je n'ai pas envie de glisser avec le canal. Alors là, c'est le canal sous fenêtre suspendu, mais on voit déjà qu'il manque des parties. C'est pas tout à fait anormal quand on connaît son âge, et c'est quand même tout à fait remarquable, parce qu'il est dans un état pratiquement identique à celui qu'on voit quand on descend à pied de borne et qui est le canal de la Viale. Et quand on connaît son âge, on est impressionné. Alors le canal du Loubat, c'est un canal sur la commune de Prévenchères. J'ai eu énormément, si ce n'est pratiquement, j'ai trouvé des renseignements tout à fait indirects pour le situer fin du XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'en 1880, il y a un projet fou qui est d'emmener l'eau depuis le Rachas jusqu'à Planchamp supérieur. Alors allez y faire un tour et vous comprendrez qu'il faut être fou. Et pourtant, ce besoin de l'eau, certains l'ont éprouvé à un moment donné pour faire un tel projet. Et évidemment, comme ils étaient très en amont du canal du Loubat, bien on a souvent pas mal de disputes sur la prise d'eau. Parce que si quelqu'un veut faire en amont une prise avec un gros débit, c'est sûr que les autres derrière n'ont plus grand-chose. Et donc c'est comme ça que j'ai appris que ce canal était de la fin du XVIIIe siècle, mais je n'ai jamais rien trouvé d'autre. Donc ce canal est extraordinairement suspendu, on le voit très facilement en face au Baïsac. Alors, là ce sont les canaux les plus anciens, et donc là on va entrer sur le canal du Balémont, et donc j'ai monté toujours plus haut, toujours plus loin, c'est-à-dire que eh bien, si on se fixe d'arroser des terres assez haut, eh bien, il faudra aller loin. Et si on va loin, eh bien, là on va sur 5-6 km. Et alors ce qui est quand même extraordinaire, c'est de se positionner à l'endroit où l'eau va arriver, et on est incapable de voir d'où elle part. Et moi je me suis toujours posé la question, comment ils ont fait pour imaginer le tracé, etc. etc. Et ça, c'est ces entreprises-là qui ont été... Le canal du Balémont, il représente en 1853 le premier grand canal sur ce secteur. On a atteint jusqu'à 13 km. Donc le canal de Balémont, on le voit en haut, alors qu'on voit le canal sous fenêtre, en vert, en bas, c'est une bricole à côté. Le canal de Balémont, on ne risque pas d'en voir d'où il part. Là, on voit à peu près où il passe. Donc c'est une initiative de Pierre Coulon avec des Baïsadins et des habitants de Planchamp en 1853. Donc immédiatement, acte notarié, on passe chez le notaire, on se réunit, je crois qu'ils sont une bonne vingtaine, et il faut quand même noter que là, on est sur au moins 2, si ce n'est 3 villages. Sont concernés Baïsac, Souliol et Planchamp. Donc c'est déjà une première ouverture vers un système communautaire qu'il va falloir gérer. Et Pierre Coulon, c'est un gros propriétaire de Planchamp qui, lui, avait intérêt. Donc, l'acte notarié est très surprenant. Du 4 octobre 1953, il parle de vente d'eau. Donc, ce jour-là, bien, on réunit les sommes pour construire le canal. On a réfléchi à l'avance à comment sera le trajet du canal, etc.
Et puis, on va confier les travaux à un entrepreneur, à des sortes d'enchères, en fait. Et c'est le mieux disant qui va avoir le marché. Donc, les travaux débutent en 1953, ils s'arrêtent. Alors, d'abord, les travaux étaient un peu... On s'est rendu compte, quand on a attaqué les travaux, qu'il y avait des endroits, les passages étaient particulièrement difficiles. On va le voir sur des photos après. Mais le truc le plus inattendu, c'est que Odilon Barrault, qui était le notable du coin, eh bien, leur dit, mais écoutez, mais vous n'allez pas passer sur mes terres parce que vous allez gêner la jouissance. Et donc, il va falloir s'entendre. Et on fait un nouvel acte notarié. Et Barrault, sur cet acte notarié, il va obtenir 5 heures nobles. C'est-à-dire des heures sur lesquelles il n'aura jamais rien à verser, ni pour les travaux, ni pour l'entretien. Les travaux se finissent finalement en 1959. Alors, je suis malhonnête en disant qu'il n'y avait que Barrault qui avait gêné. En fait, ils se sont rendus compte qu'ils ont dû dépasser le budget de 70%. Bon, c'est pas mal. Il y a des trucs avec EDF où c'est beaucoup plus important que ça. Donc, quand même, ils étaient dans des bons calculs. Et acte notarié du 6 juillet 1959 avec la répartition des heures d'eau. Alors, bon, ça, j'ai réussi à trouver ça chez des particuliers dont certaines dans la famille avaient été directeurs de canal et ils avaient gardé les documents, donc j'en ai bénéficié. Donc, évidemment, on voit le nom des personnes, on voit le nombre d'heures d'eau. Alors, il y a 168 heures hebdomadaires à se répartir. Un canal, ça fonctionne comme ça. Donc, et à côté, les heures de jouissance, avec précision et tout. Alors, il y a Odilon Barrault qui obtient 5 heures, et c'est 5 heures nobles, parce qu'une heure noble, c'est en plus une heure de jour. Alors, par contre, il y en a un autre qui a eu des heures nobles, mais j'ai été surpris, c'est Pierre Malclès, parce que Pierre Malclès, eh bien, il avait donné le terrain de la prise d'eau sur le Chassezac. Alors, l'acte notarié fixe la répartition de 128 heures avec beaucoup de précision. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on fixe la création des prises d'eau, les béalières, qui vont partir du canal. Et donc, c'est fixé pour chaque propriété. Alors, voilà la prise du canal de Balémont, c'est assez extraordinaire comme endroit, on y va depuis la gare de Guérin. Et quand il a fallu y faire des travaux de rénovation, on a dû utiliser des hélicoptères. Donc voilà cette prise d'eau de Balémont, dans la ville de Balémont. Et donc ce canal de Balémont qui est assez extraordinaire et qui est bétonné sur 2 km à partir de la prise d'eau. Bon, c'est la partie la plus délicate. Et là, un truc extraordinaire, c'est le seul où on trouve ça, sur toute cette partie. C'est-à-dire, à un moment donné, on est tombé sur un éperon rocheux qu'on ne pouvait pas contourner. Alors, on l'a percé. Et l'eau est passée à travers. Voilà. Donc, ça, on trouve ça sur le canal de Balémont. Vous voyez des passages où on ménage. Alors, on casse un mot pour permettre aux gens qui iront intervenir sur le canal de passer. C'est pour ça, on aurait pu le faire beaucoup plus rare, mais on reconnaît facilement un canal comme ça dans le rocher, avec une partie en dessous qui permet le passage. Alors, quand on regarde de près ici, on voit que le canal a été surélevé avec des briquettes. C'est qu'à un moment donné, il fallait tirer beaucoup plus d'eau pour arriver au bout, donc on a surélevé le canal en mettant une rangée de briquettes. Alors voilà des passages, ça c'est un passage que j'ai fait cet hiver, il n'y avait pas l'eau, mais on voit quand même où ça va passer. Alors là on est sur déjà la partie qui ne sert plus, et c'est la partie qui avait le plus modifié EDF, c'est le passage à proximité de l'usine de Baissac. Et donc cette partie-là maintenant c'est terminé. Donc ça s'appelle le Valat des Saint-Châtaigniers. C'est juste collé à l'usine hydroélectrique de Baissac. Et là, le canal, maintenant, ne fait plus que 3 km, il en faisait 6. Il allait jusqu'à Planchamp, il ne va plus jusqu'à Planchamp.
et on va voir la fin. Mais par contre, comme je le dis sur le texte, eh bien, en fait, ce canal a permis de partir sur la gestion collective des canaux avec plusieurs villages et tout. On en a un en face sur le Saint-Loup, qu'on a vu tout à l'heure sur le film. Le Saint-Loup qui fait 5 villages quand même. Certains canaux ont jusqu'à 70 copartageants. C'est le canal de la Mourouge en Ardèche, parce que j'ai fait aussi la partie ardéchoise de la Borne. Il n'y a aucune raison de rester d'un côté. Donc là, voilà alors, ici, cette photo, l'intérêt qu'elle a, d'abord, si on regarde en haut, on a la partie d'aération de l'usine de Baissac, parce qu'à Baissac, il y a la réunion de toutes les eaux, et il y a un système pour équilibrer la pression. En fait, c'est une cheminée d'équilibrage de pression. Mais surtout, voilà ce qu'on voit. Le point faible des canaux dans les Cévennes, ce sont les passages de Valas. Et ici, ce passage de Valas, il a été refait par EDF, il est entièrement bétonné. Mais imaginez autrefois ce que c'était ce coin. C'est un endroit où tous les mois de février et mars, on refaisait le passage de l'eau. Voilà. Donc là maintenant, c'est fini, on n'y passe plus. Et même à un moment donné, l'eau qui dégouline, c'est de l'eau qui arrive des canaux qui sont au niveau de l'usine. Et ils avaient bouché pour pas qu'ils se remplissent. Voilà la partie qui est abandonnée, la partie qui allait sur Plancham qui est abandonnée. Donc je reviens là sur le village de Baissac avec surtout ce qui est intéressant de voir, c'est que on voit ici des failles qu'on appelle là-bas des apôles. Et chaque région a sa façon, on dira plus simplement en français des terrasses. Et voilà. Bon. Ici, on est sur un secteur où, jusqu'à l'arrivée d'EDF, il n'y avait aucune route qui conduisait à Baissac ou à Souliol. Tout se faisait, là c'est le passage sur le canal de Balémont. Ça, en randonnée, c'est extraordinaire à faire. Et là, c'est des calades qui emmènent à Baissac ou à Souliol, autrefois. Alors, un truc que j'ai trouvé qui est assez extraordinaire, vous voilà des accoles, mais dans du granit. Et, tenez-vous bien, je n'ai pas encore retrouvé la façon d'y aller tout près, tellement c'est dangereux. En fait, il me faut passer sur des canaux qui n'en peuvent plus, mais c'est extraordinaire. Voilà, dans toute... voilà. Mais j'ai eu j'ai l'œil pour le voir, et puis après je m'en suis approché et tout, mais je n'ai jamais pu y accéder. Alors après, bon, une interrogation, il y a des canaux intermédiaires, j'en suis persuadé. Ils sont mentionnés à nulle part. Ça, c'est le canal de sous-fenêtre. Et en dessus, là, tout ce que je viens de vous montrer, c'est là. Mais vous le voyez à peine parce que ce n'est pas les mêmes lumières, ça ne se dégage pas de la même façon. Et juste au-dessus de ces accoles, eh bien, il y avait un canal. Et je n'ai encore rien trouvé sur ce canal. Et de la même façon que j'en ai trouvé un autre, qui est suspendu au-dessus du Chassezac. On le voit ici, et puis on le voit un peu plus loin là-bas. Et voilà. Donc pour moi, entre le canal de Sous-Fenêtre et le canal de Balémont, il y a des énigmes comme ça. Ce qui veut dire que ces gens de Baissac avaient vraiment un sens de l'utilisation de l'eau qui était extraordinaire. C'était des endroits avec des châtaigneraies exceptionnelles. Ils sont à 400 mètres d'altitude, un fruitier, ils ont tout ce qu'ils veulent. Donc il faut quand même comprendre à quel point ils étaient intéressés par l'eau. Et puis on était sur l'ancienne commune de Saint-Jean-Chadorne, dont il y avait un prieuré avec des gens qui ont beaucoup aidé les cultivateurs à beaucoup de tâches, dont l'abbé de Siran à un moment donné. Voilà. Je vais terminer par... Alors, Balémont, c'est le seul canal sur le Chassezac actuellement en utilisation. Mais uniquement sur 3 km, et il doit son entretien à M. Vesoul de Baissac, aidé par quelques personnes. Voilà.
Et ça permet d'irriguer. Alors après, on voit aussi déjà beaucoup l'arrivée de tuyaux polyéthylène qui partent de plein d'endroits où on peut récupérer de l'eau. Alors juste avant de terminer, je voulais vous montrer une évolution des techniques sur cette vallée de la Borne. Donc l'époque des canons en terre, avec utilisation de la pelle ou de la pigasse pour faire les petites béalières qui vont emmener l'eau. Voilà. Donc là, c'est la circulation de l'eau entre les accoles, c'est-à-dire on utilise le chemin qui permet de descendre jusqu'à la rivière. C'est en pierre et on fait passer l'eau là-dessus, et puis quand on en a besoin, on met une martelière et on l'entraîne vers sa terre. Donc ça, c'est l'évolution sur les salses. Ça, c'est le canal de Saint-Loup, c'est le plus long canal de la vallée de la Borne, avec une partie qui va sur les salses et l'autre partie qui va sur les Édons et qui va être complètement modifiée en étant probablement mise sous pression d'ici quelques années. Alors, la pression est arrivée, EDF souhaite de moins en moins des prises d'eau sur les rivières, et c'est pas que maintenant. Dès 62, ils ont proposé aux cultivateurs du coin de mettre sous pression, et les gens à l'époque n'avaient pas voulu, ils avaient peur un peu de se faire arnaquer et tout, mais là maintenant on est en train de revenir là-dessus. Donc on se branche sur une conduite forcée, on règle à 3 bars, et ça va donner cette évolution-là, c'est-à-dire un canal qui va être d'abord busé, puis recouvert de béton, avec des prises d'eau pour tous les utilisateurs. Voilà. L'année dernière, on a consommé 1/6 de l'eau qu'on consommait avant. En fait, il faut dire que le canal avant était en terre et il fuyait beaucoup. Donc voilà le dernier endroit qui s'appelle le Verdier, sur lequel on voit arriver les buses. Voilà, les buses, quand elles sont pas enterrées, là, elles passent à côté de... Ça donne ça. Donc c'est un système entièrement sous pression. Ça veut dire aussi que quand on est sous 3 bars, on peut au moins arroser 20 mètres en dessus du canal. Enfin, du canal, entre guillemets, du passage de l'eau sous buse. Voilà. Et autre chose sur lequel EDF avait fait des propositions, en 70, Pantostier, c'est un petit village sur la Borne, a accepté l'aspersion. Puis Planchamp a accepté l'aspersion, c'est pour ça que Planchamp a abandonné le passage de l'eau de Balémont, parce qu'ils avaient l'aspersion à proximité. Et l'aspersion, voilà, ça c'est l'aspersion, c'est pas dans la baie de la Borne, la photo, c'est à Prévenchères. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors on voit qu'effectivement les techniques ont bien évolué. Alors je vous propose maintenant de revenir, enfin d'arriver à notre époque aujourd'hui, avec un agriculteur qui pratique l'irrigation gravitaire, donc Laurent Vérune, que vous avez vu dans le film. On va échanger avec lui, donc moi je vais lancer quelques petites questions, mais ensuite vous pourrez évidemment poser vous aussi vos questions et également aux autres intervenants, si vous avez des questions plus historiques. Vous souhaitez vous mettre peut-être... allez. On va utiliser les 2 micros, ça sera plus pratique. Alors, donc, je le rappelle, je l'ai dit au départ, vous êtes agriculteur irrigant sur la commune d'Altier. Donc vous utilisez les béales dans votre activité agricole. Alors, est-ce que déjà vous pouvez
nous rappeler quelle est votre activité agricole, à quoi vous sert le béal que vous utilisez, quel est son principe de fonctionnement et quels avantages vous trouvez à ce mode d'irrigation, mais aussi quelles difficultés vous rencontrez dans cette utilisation. Voilà. Première question. Bon, bonjour à tous. C'est une des premières fois que je m'exprime avec un micro. Peut-être que je ne serai pas bien fort. Donc, je suis installé un bovin lait sur Altier. J'ai une trentaine de vaches laitières et d'hygiénistes. Et j'utilise l'irrigation par gravité. Et on a un canal qui est partagé à 4 personnes. Moi, les droits d'eau, ça part du samedi matin jusqu'au mardi midi. Puis le suivant du mardi midi au mercredi matin. Le suivant après jusqu'au mercredi soir. Et après du mercredi soir, je le reprends de nouveau le samedi matin. C'est, tout est fait à l'heure du soleil. On a des papiers qui sont, des dates, je ne me rappelle plus. Est-ce que ça, justement, c'est une question que je voulais vous poser. Pour les droits d'eau, vous reposez sur un acte notarié oui, ou oui. Ouais. On a un acte notarié et notre prise d'eau était passée au tribunal. Parce que les gens qui étaient en dessous réclamaient l'eau, voilà. Et au tribunal, ça avait été gagné. Et, il y a sur chaque parcelle où traverse le canal, il y a la longueur de la parcelle et la largeur que fait le canal, ainsi que la profondeur. C'était avec... il ne pouvait pas y avoir de contestation. Donc c'est un acte probablement peut-être 19e siècle. Oui, voilà, ouais. Oui, début 19e, je pense. D'accord, très bien. Alors oui, je voulais juste revenir par rapport au fonctionnement. Vous pratiquez depuis toujours cette irrigation. Comment on pratique l'entretien des béals aujourd'hui, puisqu'on a vu dans le film aussi est évoqué le fait qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs irrigants. Donc comment vous vous organisez aussi pour cet entretien? Est-ce que vous êtes constitué aussi peut-être en association syndicale ou pas du tout? On a l'association d'Active. Voilà, donc c'est... On a une association, on a fait une association, je ne me rappelle pas quelle année c'était, il y a déjà quelques années quand même. Non. Tu sais pas? Non. Je peux dire une bêtise. Ouais, je ne sais plus, mais il y a déjà quelques années, on avait eu la pression de la DDT, donc on avait fait cette association pour être plus tranquille. Et on a... vous posiez la question sur... oui, sur l'entretien. Sur l'entretien. Ça se déroule dans le cadre de cette association. L'entretien, c'est même pas dans l'association, c'est par canal. D'accord. Nous, on est 4 sur le canal et on décide, quand on va creuser le canal, on nettoie le canal le printemps. Là, voilà, donc ça se passe. Fin avril, début mai. D'accord. Donc une fois par an. Une fois par an. D'accord, très bien. Après, on met l'eau pour évacuer toutes les feuilles et tout pour bien le nettoyer. Et après, si sèche pas, on ne prend pas l'eau le printemps. On la prend souvent là-bas au mois de juillet, dès qu'on a fait la première coupe. Et si jamais on a une sécheresse au début, ça nous permet d'effectuer la première coupe tranquillement, quoi. Et comment vous vous organisez entre les 4 exploitants quand justement il y a des périodes peut-être de sécheresse comme on a connu là, ces dernières années? Comment s'effectue le partage quand il y a justement un manque d'eau? Est-ce que vous réduisez chacun votre tour d'eau? Quand il y a un manque d'eau, on réduit l'eau qu'on prend à la prise d'eau. On en prend la moitié de ce qu'on prenait avant. Voilà. Et quand il n'y a pas beaucoup d'eau, on a une gourgue sur le canal. On fait remplir la gourgue et on va la déboucher 1 fois ou 2 fois par jour. Parce que, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais s'il n'y a pas beaucoup d'eau qui vient, dès qu'on la met à la cime du pré, elle fait 2 mètres et c'est fini, quoi. Tandis que si on la stocke, quand on lâche, après la gourgue, l'eau elle traverse, quoi. Elle a vite traversé le pré, quoi. Et là, ça irrigue bien, quoi. Et puis c'est irrigué pour quelques jours. Ça veut dire aussi qu'il faut parfaitement bien s'entendre avec les co-utilisateurs du béal. Ça nécessite quand même une pratique communautaire et du partage de la ressource qui est... Voilà, parce qu'on le voit dans les archives, il y a beaucoup de conflits liés à la ressource en eau, notamment aux prises d'eau. Mais Bruno Jodon l'a rappelé,
c'est pas que des conflits, c'est aussi beaucoup d'accords et d'ententes qui fonctionnent sur de très très longues durées en fait. Exactement. On s'entend tous et il n'y a jamais eu de soucis là-dessus, vu que tout est marqué. Puis chaque année, on fixe un jour et voilà, on va poser. Et puis voilà. Et j'avais une question aussi, puisqu'on parle de patrimoine qu'il faut entretenir, par rapport à la transmission des techniques. Par exemple, vous, comment vous avez appris l'utilisation, l'entretien des... Et moi, c'est mon père qui me l'avait fait voir, quoi. Voilà, alors quand on l'a vu, après on l'a pratiqué avec lui. Et ça veut dire que vous l'avez pratiqué très jeune? Ah oui. À quel âge à peu près? J'avais 10 ans déjà. Ah oui, voilà. J'ai couru des radars. Et aujourd'hui, du coup, comment se fait la transmission? Pareil. Pareil. Ouais, les enfants. Est-ce que vous avez aussi l'occasion peut-être parfois de partager ces pratiques ou en tout cas ce patrimoine qui n'est pas que matériel, on l'a vu, hein, c'est pas juste des ouvrages hydrauliques, c'est aussi du patrimoine immatériel avec toutes les techniques et les savoir-faire. Est-ce que vous avez l'occasion de partager ces pratiques-là avec le grand public à l'occasion de, alors vous ou peut-être au sein de l'association syndicale, faire visiter au public ou les faire participer à l'entretien ou pour une transmission pas seulement au sein de la profession mais aussi au grand public justement pour la sauvegarde de ce patrimoine qui passe d'abord par la sensibilisation. Et sur Altier, il y a un sentier de sculpture et il passe à proximité des canaux. Là, il y a déjà un panneau. Et l'an passé, on a mis plusieurs panneaux, je crois que c'est 4. 4 ou 5 panneaux. Donc ça, ce sont les panneaux qui sont sur le parcours, c'est ça? Celui-là, il est sur le pont d'Altier. Il y en a un sur le pont d'Altier, il y en a un autre sur pas loin de mon bâtiment. Et cette année, beaucoup de personnes marchant à pied se sont arrêtées pour lire le panneau. Ah oui, voilà, des randonneurs par exemple. Oui, Ouais, c'est ouais. impressionnant. Et quand on est par là, ils posent des questions. D'accord. On n'entend pas. Il ne marche pas. Il crache au salon. Non, la pile est morte. Ah mais sinon je vous donne ça sera plus simple. Je vais parler fort. Vous m'entendez? Ça crache. Je vais parler fort. Et alors, une question aussi, est-ce qu'aujourd'hui vous avez des difficultés particulières pour justement maintenir ce patrimoine ou c'est encore quelque chose qui vit assez bien ou vous êtes encore suffisamment pour l'entretenir correctement ou est-ce que vous constatez qu'aujourd'hui ça devient plus difficile ou vous rencontrez des difficultés? C'est plus difficile qu'avant, c'est sûr. On est moins nombreux. Mais rien que dans ma jeunesse, je me rappelle le nombre de canons qu'il y avait le long des rivières, c'était incroyable. Le moindre petit pré était irrigué. Et aujourd'hui, hier on était en réunion à notre association, il y a 6 canons qui sont utilisés sur Altier. Alors on n'en a pas beaucoup. Et on a aussi un problème avec l'administration. Ils veulent tout le temps nous contraindre. Voilà. On ne sait pas trop où c'est qu'ils veulent nous mener. Quelle est la... Alors, moi, j'avoue que c'est pas du tout mon domaine. Quelle est la réglementation qui existe en fait en matière de... Fait sur les BAL Est-ce que c'est sur Peut-être, je sais pas. Je sais que la DDT est dans la salle. J'ai peur de dire une bêtise Alors, moi, sur la réglementation exacte, mais parce qu'on voit à travers les présentations qui ont été faites qu'il y a beaucoup de choses qui reposent sur des pratiques communautaires mais qui n'ont jamais reposé sur du droit. C'était beaucoup d'entente, de solidarité au niveau des communautés ou d'un groupe de... Bon, après, au 19e siècle, les prises d'eau sont encadrées, évidemment. Il faut les demander à l'administration des ponts et chaussées quand on en ouvre. Mais en tout cas, est-ce qu'il existe une réglementation spécifique sur les BAL, qu'elle soit locale ou nationale? Moi, ça, c'est un domaine que je ne maîtrise pas, mais que je trouve intéressant. Voilà, parce que c'est des spécificités qui n'existent pas partout, quoi.
Est-ce que pour faire le nettoyage, pour la période, est-ce que vous devez demander une autorisation à la Chambre d'agriculture? Ou c'est libre? Il y a une autorisation pour le nettoyage. Pour le nettoyage, c'est libre. Pour le nettoyage, c'est libre, il n'y a aucun problème. J'aurais une question à vous poser pour savoir est-ce qu'il y a une certaine quantité d'eau, jusqu'où vous pouvez aller pour la quantité d'eau, en fonction de l'eau qu'il y a dans les rivières. Est-ce que vous devez prendre, je ne sais pas, un dixième, un vingtième, la moitié de l'eau? Parce que c'est ça le problème aujourd'hui, je crois, c'est cette histoire-là. Non, on va essayer. Bonjour, la DDT, effectivement, Marc Chevrier, je suis DDT adjoint. Je suis avec Xavier Cadillac qui connaît beaucoup mieux le sujet que moi. Mais bon, déjà, merci beaucoup pour toutes ces présentations, c'est passionnant. Enfin, moi, je découvre tout ce patrimoine, tout cet univers, donc c'est vraiment passionnant. Non, simplement pour dire qu'effectivement, le sujet de toutes ces pratiques agricoles ancestrales, finalement, se frotte un petit peu aujourd'hui avec la loi sur l'eau, qui n'est pas un texte qui est adapté à ce schéma-là, effectivement. Donc je passerai le micro à Xavier qui donnera quelques éléments, mais vraiment tout l'enjeu ça va être ce sujet, parce que comme l'enjeu de la loi sur l'eau, ça a été redit dans plusieurs présentations, c'est cette question de gérer la pression et de pacifier effectivement les relations sur l'eau, avec en plus quelqu'un qui ne se plaint pas souvent, c'est le milieu. Donc voilà, la loi sur l'eau, elle a cette vocation à gérer finalement ces interstices et puis ces tensions sur la question de l'eau. Donc nous, la question en DNT, c'est pas tant de regarder comment à tout prix la loi sur l'eau va devoir écraser les pratiques ancestrales, c'est pas ça le sujet. C'est effectivement de toujours de regarder comment on va travailler ce sujet des disputes sur les prises d'eau au regard de ce qu'on voit aussi sur la loi sur l'eau aujourd'hui. Donc on va essayer de prendre ces deux éléments pour essayer de voir comment on compose avec un schéma qui a du sens, parce que je veux dire, l'histoire et tout ce qu'on voit aujourd'hui montre que et voilà, les anciens l'utilisaient et l'ont utilisé pendant longtemps. Donc et les anciens ils sont pas plus bêtes que nous aujourd'hui, donc ça a bien fonctionné. Et donc voilà, aujourd'hui c'est ce qu'il va falloir regarder de près. Mais peut-être que Xavier a des éléments plus précis. En effet, l'objectif de la loi sur l'eau, c'est la conciliation des usages. Et donc, l'objectif, c'est de permettre une répartition des usages sur une ressource qui forcément est limitée. Donc, lorsque la ressource est abondante, c'est facile. Après, c'est vrai que de plus en plus, la ressource se raréfie. Et aujourd'hui, les tensions sur l'eau augmentent. Et donc, la répartition de cette ressource devient de plus en plus compliquée. Donc après, on ne va pas rentrer dans les détails de la réglementation loi sur l'eau, ça a été dit dans le film quand même. La loi sur l'eau, elle vise à réglementer le prélèvement de façon justement à permettre la conciliation de tous les usages et de tous ceux qui veulent bénéficier de cette ressource. Oui, voilà, je me présente Michel Copage, je suis de Copage, l'association Copage. Et d'abord, je remercie Pauline Chandry des Archives, puisqu'on s'était vu il y a quelques mois et on disait qu'il fallait faire quelque chose pour faire valoir ce film. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est une réussite, puisque la salle est pleine et ça permet donc à beaucoup de monde de prendre connaissance de ce qui a été fait. Alors, si Copage a fait ce film, c'est d'une part, en relation avec la Chambre d'agriculture, c'est d'une part pour montrer une pratique qui se fait, mais c'est aussi pour voir comment cette pratique, et M. Verhulm a commencé à parler d'un certain nombre de difficultés, comment cette pratique peut continuer. Le film se termine par une jeune agricultrice de 25 ans, Carole, qui vient juste de s'installer et qui a encore 30 ou 40 ans d'activité devant elle. Donc ce qui est important pour l'ensemble de l'agricole, c'est de maintenir cette activité. Alors il y a un certain nombre de difficultés. Le représentant de l'État, de la DDT, vient de dire effectivement, mais je crois qu'il y a un travail qui est fait en relation directe avec l'administration pour voir comment on peut concilier tous les problèmes, c'est-à-dire à la fois l'usage de l'eau, puis les lois et les réglementations. Donc je crois que l'on peut dire que des choses sont faites et aussi des choses doivent être faites. Et ça, M. Verhulm l'a dit, pour l'entretien à venir. Parce qu'il faut savoir, et je crois que la juxtaposition des trois
les 3 sujets qu'on a vus est très intéressant parce que d'une part, on a vu les béals qui existent encore et sur lesquels il y a un travail important à faire pour les maintenir, voire éventuellement pour en rétablir de nouveau. On a vu un deuxième exposé très intéressant sur les rases, qui sont aussi une façon d'irrigation gravitaire sur la margerine, mais et là je crois que celui qui a fait l'exposé termine par une question. Il nous montre des rases qui sont actuellement pratiquement abandonnées et il pose un peu la question. Alors la question elle n'est pas uniquement à poser à Copage, mais elle est posée aussi à la Chambre d'agriculture et puis à l'ensemble agricole. Effectivement, les béals c'est plutôt les Cévennes, le Mont-Lozère, ça, mais les rases c'est toute la margerine. Et il y a sans doute, et là je crois que l'exposé est très intéressant par rapport au passé, il y a sans doute quelque chose de très intéressant à voir. Tout ça pour quel objectif? De maintenir des agriculteurs et de maintenir une zone d'élevage. Également de production fruitière, mais l'essentiel, c'est de pouvoir maintenir en Lozère des agriculteurs et l'élevage. Et le troisième exposé est aussi intéressant parce qu'il montre à quel point ceux qui étaient avant nous ont développé un génie très fort pour utiliser l'eau. Alors, il en reste plus beaucoup, mais je crois que ça nous montre à nous, de maintenant, de développer le même génie pour à la fois utiliser l'eau, puisqu'on sait qu'on va avoir des périodes très difficiles au niveau de l'eau, utiliser l'eau, mais en même temps permettre à des agriculteurs de vivre, et avec toutes les conséquences que ça a sur le patrimoine, sur le tourisme et sur d'autres choses. Moi, pour répondre à monsieur sur combien on a le droit de prendre d'eau, etc. Pour le XVIIIe siècle, on fait des tours d'eau parce qu'il y a un problème insurmontable. On ne sait pas encore mesurer le débit d'un cours d'eau. On ne sait pas mesurer le débit, anticiper, etc. On ne sait pas faire. On commence à essayer de mesurer des débits et on fait des expériences en ce sens dans la région parisienne quand on commence à multiplier les manufactures. Les ancêtres des usines qui ont besoin d'eau et qui rentrent en concurrence avec des usages habituels de l'eau qui sont réservés d'habitude à l'agriculture et à faire tourner des moulins, moulins Vladier, moulins Foulon, etc. Et là, on commence dans quelques manufactures qui veulent obtenir des privilèges supplémentaires aux privilèges royaux qu'elles ont déjà, avec des privilèges sur les droits d'eau. Et on commence à essayer de mesurer les débits. Mais alors, on commence à mesurer les débits, alors on parle de la prise d'eau, imaginez des hauteurs, des pourcentages, etc. Là, ça échappe encore au savoir-faire de l'époque et à la science, tout simplement. Concernant les béals, vous en avez qui fonctionnent, d'autres qui ne sont plus en eau. Ça fait partie un petit peu comme les fours à pain ou du petit patrimoine. Et je pense, si je ne veux pas dire bêtises, mais ils ont été subventionnés. Enfin, je pense que les mairies ont été peut-être aidées pour rénover ce genre de bâti. Est-ce que les canaux, est-ce qu'il serait possible d'en classer une partie? Est-ce que ce serait souhaitable pour préserver ce patrimoine avant qu'il disparaisse? Et vous l'avez signifié, hein, il y a des endroits qui sont où les canaux sont fragilisés. Donc, quelle voie on pourrait prendre? Alors, le classement en matière patrimoniale, ça répond à des lois, en tout cas à une réglementation bien précise. Il existe déjà la protection en fait à la fois du bien UNESCO et puis ceux qui sont aussi dans le périmètre du parc national des Cévennes aussi. Donc c'est déjà 2 types de protection qui existent. Ça veut dire qu'il n'est pas forcément nécessaire d'en ajouter une supplémentaire. Je pense que vous pensez peut-être à l'appellation, je sais pas, monument historique ou des choses comme ça. Bon, ça peut exister pour des ensembles remarquables, mais quand il y a déjà des protections, on n'ajoute pas des protections les unes par rapport aux autres. Alors, il est vrai que en matière patrimoniale, et bon, notre collègue de la conservation départementale qui est dans la salle l'a évoqué aussi lors de sa conférence sur le patrimoine de l'eau,
on sait aussi que, enfin, on est conscient et on ne milite pas de toute façon pour la sauvegarde intégrale de tout le patrimoine. D'abord parce que c'est impossible, d'un point de vue des moyens tout simplement. Et puis parce que, est-ce que c'est vraiment pertinent de vouloir absolument maintenir tout ce qui a existé? C'est pas certain. Ce qui est surtout important, c'est de documenter, de conserver la trace par les archives, par la documentation, par le travail que font les collègues à la conservation départementale, de repérer, de photographier, de documenter tout ce qui a pu exister, dont on a encore trace dans le paysage, sachant qu'on sait qu'une partie va disparaître irrémédiablement, ça c'est sûr et certain. Voilà. C'est plutôt comment effectivement on se concentre sur ce qui existe encore aujourd'hui pour le sauvegarder, l'entretenir, etc. Et pour documenter le reste. Alors ça veut dire aussi beaucoup de travaux effectivement dans les sources d'archives, ça prend énormément de temps, il faut éventuellement des étudiants. C'est le travail aussi de Cécile Fauchotto sur le terrain. Elle a travaillé sur le patrimoine de l'eau, de parcourir la Lozère et puis d'aller photographier et documenter tout le patrimoine lié à l'eau. Les béals en font partie. Ça ne peut pas être exhaustif, c'est quasiment impossible. Monsieur Morin l'a montré par le travail qu'il fait lui de son côté, ses travaux personnels. Rien que sur un secteur qui a pratiqué l'irrigation gravitaire depuis toujours et où c'était très fortement développé, il est quasiment impossible de recenser tout l'existant, enfin tout ce qui a existé en tout cas. Je vais essayer de répondre à une question. La question c'est quand un outil d'irrigation devient-il un élément du patrimoine? Moi c'est la question fondamentale que j'ai vu passer quand, en 2021, on a refait entièrement le canal des Bornes, qui n'est plus un canal, je l'ai dit tout à l'heure, il est entièrement mis sous pression. Et en fait, moi, je défendais le projet parce que mon cousin était le maire de Pied-de-Borne et que je trouvais que... Mais quand j'ai fait tout ce travail, j'ai dit, mais s'il faut qu'il y ait des gens qui s'installent plus tard, c'est cet outil-là qu'il fallait faire. Parce que quand je suis descendu dans le reste de la borne, où il y avait 9 canaux, et qu'aucun ne fonctionne, là oui, si on veut faire du patrimoine, on y va. Mais il faut bien un outil de travail pour que des castanéiculteurs, un jour, viennent s'installer sur la partie lozérienne de la vallée de la Borne. Alors moi j'ai entendu de tout, j'entends des gens qui disent ouais mais c'était bien avant parce que les canaux qui fuyaient ils créaient des micros. Oui ok, mais un canal qui fuit c'est comme quelqu'un qui est malade, à un moment il meurt. Et s'il n'y a pas de main pour le maintenir, ben, il va mourir. Moi je veux bien que plein de gens s'extasient devant tout ça. Moi je vais sur le terrain, il y a un travail formidable à faire. Maintenant, moi, je peux donner des renseignements. Si plein de gens veulent le restaurer, on peut restaurer. Alors, ça existe. Le canal de la Viale a été pris en charge par le Parc national et par la communauté de communes de Villefort pour un sentier d'interprétation. Dans l'Ardèche, le long canal de la Mourou est devenu aussi un sentier d'interprétation. Mais oui, il faut conserver des éléments du patrimoine. Oui, il faut essayer de remonter peut-être des canaux. Moi j'ai vu il y a 15 jours dans le Chassezac un moulin implanté avec devant le moulin, il y avait un rocher de 20 tonnes qui le protégeait et les gens étaient allés le mettre là. Voilà l'intelligence humaine. Oui, il y a des choses, mais il faut aussi que les gens vivent. Et c'est tout cet équilibre qu'il faut arriver à trouver. Juste par rapport aux outils de valorisation patrimoniale, il y a quand même un travail qui avait été fait, mais alors c'est pas un classement des canaux en tant que tel, c'est un classement du savoir-faire qui est lié à l'utilisation de ces canaux, donc qui est classé du coup au patrimoine culturel immatériel. Ça a été fait, le dépôt officiel avait eu lieu en 2019, donc ça c'était à l'échelle lozérienne, et là actuellement il y a un travail au niveau national pour classer ces savoir-faire ancestraux pareil au patrimoine culturel immatériel. On va dire que c'est un outil de plus pour sensibiliser et pour
pour compléter ce que dit Pauline, c'est pas la solution, mais disons que ça permet quand même de faire parler de ces canaux et de tous les usagers qui est autour. Et pour autant, je pense qu'on en a touché un mot, mais ce qui manque évidemment, c'est aussi de l'argent pour entretenir ces canaux-là, parce qu'en plus, c'est la main-d'œuvre, oui, mais bon, pas forcément gratuite. Des chantiers bénévoles, c'est envisageable, mais vu les kilomètres et vu ce qu'il faudrait faire, c'est pas que du bénévolat qu'il faudrait. Pardon. Non, oui, moi sur cette question de quand est-ce qu'on décide que c'est du patrimoine, on le conserve, on le classe, on le protège, il est déjà protégé, c'est des questions intéressantes. En tant que citoyen, ça m'interroge. En tant qu'historien, je sais que voilà, tout ça va plus ou moins totalement disparaître. Et dans 100 ans, peut-être que le canal de Borne, sous pression, que voilà, tout ce qui a été mis sous tuyau fera partie du patrimoine qu'on observera avec attention et qu'on préservera dans 250 ans. C'est pas possible. Voilà. Et puis après. Sur la question de la transmission des savoir-faire, si on prend les Baléares, il y a des programmes vraiment de conservation de la mémoire des gestes. Il y a des gens comme M. Vérune et des maçons, dont on a conservé, on a recueilli les savoir-faire pour monter des écoles de maçons à pierre sèche, etc., des écoles de gens qui, perpétuent les savoir-faire et traditions sur vraiment comment continuer à arroser, à irriguer, à réparer, etc. Il y a une école au Baléares sur ça, il y a des fonds européens pour la financer aussi. Il y a des syndicats qui se sont montés en 2016 de gens qui ont des savoir-faire, parce qu'au Baléares, c'est devenu un tel élément du patrimoine culturel de l'île que ça fait partie du patrimoine touristique qui maintenant ajoute une aménité au territoire des Baléares et qui permet aux Baléares de sortir du tourisme balnéaire aussi, pour partir sur du tourisme culturel et paysager. Voilà, donc il y a une prise de conscience au Baléares qui est extrêmement différente et plus profonde que celle qu'on voit ici. Au Baléares aussi, il y a de grandes enquêtes d'ethnographie et d'anthropologie, etc., sur les pratiques paysannes liées aux usages de l'eau et à la valorisation des paysages de pierres sèches, de terrasses en pierre sèche. Donc des gens comme M. Vérune ont fait l'objet d'enquêtes, on les a beaucoup interrogés. Voilà, pour connaître ce savoir-faire, parce que c'est extrêmement précieux. Voilà, la transmission comme ça héréditaire, on n'en a aucune trace dans les documents d'archives. Des fois, dans un inventaire après décès, sur Marjorie, on trouve une pigasse, ou un autre nom. Ça veut dire qu'il y avait un outil pour entretenir les races. Voilà. Mais on ne la voit pas utilisée, on n'a pas les jolies photos, les jolis témoignages qu'on peut avoir encore vers chez vous. Voilà. Dans votre propriété, pour prendre un cas précis, dans votre propriété, le canal, vous profitez de l'eau. Est-ce qu'on peut dire que la partie du canal qui traverse votre propriété vous appartient? Ou est-ce que c'est votre propriété, le canal? Vous utilisez l'eau, mais est-ce que le canal est votre propriété? Le canal traverse plusieurs parcelles de différents propriétaires. Mais dans votre partie, le canal vous appartient? Oui, le canal vous appartient. Ce qui n'est pas le cas partout. Non. Quand il est très long. Là-bas, le canal n'appartient pas à partir du moment où on a donné le droit de passage. Par contre, personne ne doit aller autre que les copartageants sur un canal. C'est privé pour les copartageants. Évidemment, les seuls qui le font mal, ce sont les sangliers, qui sont un fléau terrible dans les canaux. Moi, je voulais rajouter juste quelque chose sur la question de la quantité d'eau qu'on prélève. Comme vous pouvez le constater sur notre film, là, les gens, quand ils voient passer ce canal, au départ, ils disent « Oula, toute l'eau de la rivière passe dans le canal ». Mais non. On a eu une étude du syndicat de l'Ardèche, ça fait 2 ou 3 ans. Ils sont venus, ils ont mesuré sur 3 canaux, sur notre commune, là, dans mon canal. Ils ont mesuré l'eau qui était à la rivière au-dessus du canal, l'eau qui passait dans le canal, et une centaine de mètres plus bas, l'eau qui était restituée à la rivière. Et sur 2 canaux,
on arrive à quelques mètres cubes de moins qu'au-dessus. Et sur le mien, il y a de l'écoulement, il y a encore un peu plus d'eau que ce qu'il y a au-dessus. Donc c'est la preuve que l'irrigation gravitière, l'eau est restituée à la rivière. Voilà ce que je voulais préciser. Je me présente Jean-Claude Moulin, exploitant éleveur de commune Pont-Norbert. J'ai été un peu surpris dans l'aménagement qui a été fait sur les derniers béals, de ce bétonnage. Ça ne traverse pas de zone de parc, ces aménagements. Non, Mais là, c'est pas chez nous, ça. Il y a ça en sud du Mont-Lozère. Oui, ça c'est hors du parc. Ouais. C'est hors parc. De part et d'autre de l'Ardèche, en face, il y a le parc des Monts de l'Ardèche. Mais ça n'intervient pas. Par national des semaines. Mais du bétonnage comme ça pose des problèmes. Oui, mais honnêtement, après, quand le bétonnage est fait, je l'ai montré tout frais, hein, mais quand vous avez passé un automne, vous ne voyez pas la trace. C'est votre point de vue. Non, mais je suis d'accord avec vous. Non, mais juste pour se poser une question, un outil comme ça, c'est un outil que pratiquement personne peut se payer. Ça a coûté 950 000 €. Voilà, cette petite somme, mais c'est à ce prix-là que peut-être la vallée de la Borne maintiendra des castagniculteurs. Et là on est sur le vrai problème, c'est-à-dire que dans tout ce que j'ai étudié, en fait, les gens n'ont jamais payé l'eau. Tout ce que les gens payent, c'est les frais. Quand il y avait, chaque année, les gens payaient des frais parce qu'il y avait un cantonnier dans la période estivale qui était là, on le payait. Les gens qui intervenaient sur les canaux, on déduisait leur journée, mais les gens payaient les frais qui étaient pour le canal, mais ils n'ont jamais payé l'eau. Voilà. Alors est-ce que l'avenir, on ne sait pas ce que ce sera. Est-ce qu'il faudra payer l'eau? Est-ce qu'on mettra des compteurs? Voilà, c'est tout un tas de préoccupations qu'il y a. Et puis quelqu'un a dit tout à l'heure, les entrées de canaux, eh bien, dans toute la vallée de la Borne, elles sont contrôlées par EDF avec des systèmes de poids et de contrepoids qui donnent exactement le débit qui est à prendre sur la rivière. Et si jamais la rivière diminue, eh bien, on diminue le débit dans le canal. Voilà. Et ça, ce sont les agents EDF, et dans tout ce qui est système de pression, il n'y a que les agents EDF qui ont le droit d'intervenir. Voilà. Système de pression. Ouais. Peut-être une ou deux dernières questions avant de conclure. Oui, lorsqu'on parle de préservation de patrimoine, etc., mais surtout de pérennisation d'exploitation agricole, c'est toujours un équilibre difficile à obtenir. Mais quoi qu'il en soit, pour revenir sur l'usage des béals, l'usage de l'eau, oui, nous on a connu ça en plein parc, c'est pour ça que mon mari en parle. N'oublions pas qu'on est soumis effectivement à la loi sur l'eau. Donc quoi qu'il en soit, oui, peut-être les agents EDF, mais l'autorité qui va mesurer l'usage de l'eau, c'est votre administration. Si on passe, je ne vais pas dire on passe outre, parce qu'on n'a pas voulu être délinquant, mais on s'est quand même retrouvé au tribunal, donc on est fiché on est inscrit au fichier des délinquants, parce qu'on s'est retrouvé devant le procureur pour avoir maintenu un béal sur le versant sud du Mont-Lozère, en plein parc de Cévennes, avec un parc qui nous a jamais soutenus, alors que pendant des années, le parc avait effectivement fait visiter, fait suivre un petit pied d'interprétation au nom du béal. Ça faisait partie du patrimoine. Il y avait les béals, il y avait le moulin, il y avait etc. La loi, elle prévaut. Et le parc a beau être là comme un organisme d'État, ce qui a prévalu, c'est la loi, c'est l'usage de l'eau. On a un débit à respecter. On s'est constitué en association comme vous.
Le président de l'association s'est à nouveau retrouvé au tribunal lui aussi. Ah, mais il y a des fonctionnaires zélés en Lozère, ça il faut le savoir quand même. Voilà. Après, on est peut-être aussi des agriculteurs entêtés. Hein. Bon, où est la vérité, je ne sais pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, malheureusement, on a beau vouloir préserver des exploitations agricoles, eh bien, on tombe sous le coup de la loi, quoi qu'il en soit. Et que le prélèvement qu'on va faire sur une rivière, ou sur, plus compliqué, sur les petits ruisseaux que traverse le canal, et ben ça va signifier la mort des béals. Et puis voilà, et effectivement, alors, pour répondre à monsieur tout à l'heure, oui, on ne peut pas conserver tout le patrimoine, ça c'est certain. Nous, il y avait pourtant quelque chose d'un intérêt patrimonial exceptionnel quand même, parce que sous ce béal, le parc avait répertorié une mini-orchidée, Amarba paludosea, qui est, alors là, rarissime, et je ne dirais pas où elle est, parce que le parc nous avait interdit de le dire. Elle est rarissime, sauf que maintenant que le béal ne vient plus, puisque nous, le béal, ça y est, il est mort, avec notre espoir, hein, mais le béal est mort, et ben Marbia paludosea a disparu. Voilà. Et je voulais juste rajouter une précision historique. En fait, le contrôle des débits d'eau et des prises d'eau par l'État, c'est pas récent en fait, hein, c'est le 19e siècle. Ça a été mis en place par l'administration des ponts et chaussées, et la DDT aujourd'hui c'est l'héritière des ponts et chaussées, avec ce contrôle de l'État effectivement sur la ressource en eau, pour pérenniser et surtout faire cohabiter l'ensemble des usages économiques, hein, pas seulement l'agriculture, mais c'est aussi l'artisanat, l'industrie, voilà, tous ceux qui peuvent exister. Oui, les moulins, voilà, tout ça. Oh là là, il y a beaucoup de questions, il va falloir qu'on ça va être très vite. J'ai une petite annonce. Je m'appelle Martin Lubel, je suis d'Alinck et on a créé le festival de l'Aigo, le festival de l'eau, et le 4 juillet, je vous invite tous à venir nous rendre visite à Alinck. Le 4 juillet, c'est un jeudi. 4 juillet. Moi, j'ai trouvé ce moment de réflexion très, très intéressant. Et je voulais savoir, comment, dans le cadre associatif, on pourrait avoir ce film et l'organiser, une réunion. Voilà, c'est pour ça que je pose la question qui peut intéresser tout le monde. Alors là, il faut demander au copage. Voilà. J'ai pas écouté toute la diffusion. Oui, je disais, en tant que responsable de l'association, est-ce qu'il est possible d'avoir le film, à quelles conditions, avec qui, etc. C'est très intéressant. Voilà. Le film est fait pour être diffusé, il est disponible sur YouTube, donc accessible facilement si vous tapez des béals et des hommes. La dernière version, alors ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a 2 versions du film. Il y a une première version qui avait été finalisée en 2019, et là on a refait une version très récemment, fin 2023, qui ajoute notamment cette nouvelle agricultrice qui s'est installée entre-temps. Donc du coup la dernière version est disponible sur YouTube sur le compte de Copage. Copage a un compte sur YouTube et évidemment diffusez-le, c'est fait pour, et surtout n'hésitez pas à cliquer dessus. Alors on va s'arrêter là parce qu'on a déjà beaucoup échangé. Je voulais juste vous dire que effectivement cette conférence elle a été enregistrée comme toutes nos conférences, et vous pourrez la retrouver quand on mettra en ligne sur la chaîne YouTube du département, au même titre que toutes nos autres conférences. Voilà. Donc, et je vous donne rendez-vous pour notre prochaine conférence, donc le 26 avril prochain. Alors ça sera exceptionnellement à Langogne, à la nouvelle médiathèque, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, notre exposition sera présentée à Langogne à partir du 25 avril. Et on évoquera lors de cette conférence le barrage de Naussac, donc un sujet aussi important pour l'histoire locale, puisque nous avons mené une collecte en fait, de témoignages oraux, hein, pour recueillir la mémoire orale autour du barrage de Naussac en 2022 et 2023.
Et on recevra 2 conférenciers, donc Armel Faure qui est anthropologue qui a mené la collecte et Moussa Belkacem qui est doctorant en architecture à l'université Gustave Eiffel et qui fait une étude comparative pour sa thèse en fait sur les reconstructions de villages qui ont été détruits, déplacés par des aménagements de grandes infrastructures depuis 1945 et dans une perspective aussi future, puisque son étude porte aussi sur la prospection jusqu'en 2045. Voilà, donc ça sera vraiment très intéressant. Donc si vous pouvez venir, n'hésitez pas. Voilà. Merci à tous d'être venus ce soir et en partant, vous pouvez jeter un œil aux documents qui sont au fond de la salle. Voilà.